Choisir un camp. Chapitre 9. Amnésie. Suite. Louise, 6 octobre 1944. Je n'ai rien dit de ma grossesse au barbeau. Comme je marche de mieux en mieux, je m'octroie le droit de faire de courtes promenades dans la campagne, puisque Marcel m'a dit que tout le Cotentin est sous le contrôle des Américains. Aujourd'hui, après une demi-heure de marche, j'aperçois un château au bout d'une allée bordée de grands arbres, tout près d'un bois. Je me renseigne auprès de la première personne que je rencontre pour connaître le nom de cet endroit. La femme à qui je me suis adressée me dit qu'il s'agit du château des Mares, me précisant que le général Bradley avait établi son quartier général, où Churchill est venu le voir le 7 août et Eisenhower le lendemain. Le 7 août ? Vraiment ? Cela signifie que les Américains étaient déjà là avant. Et la femme me le confirme en me racontant la libération du village le 28 juillet. Je ressonge à cette conversation avec cette dame rencontrée par hasard. Les barbeaux m'ont menti dès le départ. Enfin, disons qu'ils m'ont révélé les vraies circonstances, mais avec un décalage dans le temps. Mais je sais pourquoi Marcel l'a fait. Pour me garder d'après sa mère. S'il n'y avait que moi en cause, je ne lui en voudrais pas trop, mais depuis 2 mois déjà, les gens qui m'aiment ont souffert et souffrent encore. Une partie de ma promenade se déroule à l'abri des hautes haies vives qui me protègent du vent frais de cet automne jusque-là pluvieux. Je porte une vieille jupe de génie que j'ai rétrécie pour l'ajuster à ma taille et un gilet que j'ai tricoté, recouvert par une vieille veste de Marcel. Marcher me fait du bien et me permet de me vider la tête. Pour l'instant, je ne pense qu'au bébé qui grandit en moi et qui me relie à Walter. Où est-il en ce moment ? Pense-t-il à moi comme je pense à lui ? Je suis rentrée à la ferme depuis une petite demi-heure lorsque la voiture du docteur Doudouis pénètre dans la cour, suivie d'une autre. Par la fenêtre, je vois le docteur descendre de sa voiture et un autre homme de la voiture qui le suit. « Papa !» Je bondis vers la porte d'entrée et passe comme une bombe auprès du médecin sans le saluer pour me jeter dans les bras de mon père, que je manque de renverser dans mon élan. Notre étreinte dure longtemps. C'est mon père qui y met fin pour me regarder dans les yeux. « Ma chérie, si tu savais depuis combien de temps nous te cherchons. Le plus dur a été pour Walter. Il est devenu comme fou. Il te recherche depuis. Mais je te raconterai ça quand nous serons seuls. » « Tu as donc reçu ma lettre ?» demandai-je. « Non, je n'ai rien reçu. Du moins, je l'ignore. Je suis partie de la maison depuis hier. Le docteur Doudouis m'a posé la même question quand il a été question de toi. En fait, j'ai entendu parler de 3 hommes morts dans un accident de voiture et je suis venue voir ce qu'il en était. Comme il n'y a qu'un médecin à Saint-Sauveur, je suis allée chez lui pour savoir si ces 3 hommes avaient été identifiés. Il m'a indiqué que non. Mais avait eu la bonne idée de prendre les corps en photo. Et sur l'une d'elles, j'ai reconnu Émile Lecoq. Mais avant tout, c'est en entendant mon nom qu'il a réagi, me demandant si j'étais Étienne Drouin de Sainte-Mère-Église. Devant ma réponse affirmative, c'est là qu'il m'a parlé de la lettre. Et nous voilà. Marcel et Eugénie sont sortis pour venir à la rencontre du docteur. Le fermier fait une drôle de tête lorsqu'il comprend que l'homme qui me tient dans ses bras est mon père. Le médecin fait des présentations. « Je vous remercie de tout ce que vous avez fait pour ma fille », déclare mon père à mes 2 hôtes. « C'était tout naturel, monsieur Drouin, et Louise a changé ma vie », poursuit Marcel, qui pour une fois ne bute pas sur les mots. Mon père le considère avec circonspection. Je ne doute pas que le bonhomme lui paraisse bizarre, mais il n'en laisse rien paraître. « Mais entrez boire quelque chose, » propose mon soupirant. Nous entrons donc tous dans la cuisine, et j'entends avec stupéfaction le fermier dire à mon père qu'il ne désire rien d'autre que faire mon bonheur et lui demande ma main. Papa ne se laisse pas démonter. « Je crois que c'est à ma fille de décider qui elle veut épouser, monsieur Barbeau, malgré toute l'estime que j'éprouve pour vous et votre mère. » Toutes les têtes se retournent alors vers moi. 4 paires d'yeux me scrutent. Comme mon père, je tiens à vous remercier tous les 2
pour avoir pris soin de moi, même si vous n'avez pas toujours été sincère avec moi. » La mère et le fils me fixent avec stupéfaction. Je sais qu'au début, vous avez menti pour me préserver de révélations trop brutales, eu égard à mon amnésie, sur les conseils du docteur Dudouis. Mais vous m'avez caché aussi que vous avez brûlé les 2 lettres que j'avais écrites à ma famille. N'est-ce pas, Marcel? L'homme baisse la tête d'un air contrit. Moi, je poursuis sur ma lancée devant le médecin et mon père, interloqués par la tournure des événements. Je vous ai entendu en parler tous les deux. Vous vouliez me garder pour vous, Marcel. Cela, je peux le comprendre. En revanche, je ne peux vous pardonner d'avoir fait souffrir mes parents, qui me recherchaient depuis tout ce temps, tout comme vous avez fait souffrir l'homme de ma vie, un homme qui a tout sacrifié pour moi, et qui est désespéré depuis ma disparition. Le médecin vient de comprendre que j'ai retrouvé mes souvenirs à travers ces mots, car je ne lui ai pas parlé du père de mon enfant dans ces termes. Car j'ai retrouvé tous mes souvenirs depuis quelque temps déjà. Un peu grâce à vous d'ailleurs. Lorsque vous avez évoqué Utah Beach et 40 ans, entre autres, des bribes de souvenirs ont commencé à réapparaître. Et ensuite, lorsque j'ai découvert ma grossesse, tout est revenu. Cette fois, c'est mon père qui est abasourdi. Donc, Marcel, il est hors de question que je vous épouse. Mon cœur appartient à un autre depuis des mois, au père de mon enfant, et même si mon cœur n'appartenait à personne, je ne pourrais pas me marier avec vous. Je ne conçois le mariage qu'avec un homme que j'aime et qui soit honnête avec moi. Sur ces derniers mots, je file dans la chambre que j'occupe depuis plus de 2 mois pour récupérer le peu d'affaires que j'ai. Je serre la main de mes 2 hôtes et sors dans la cour, pendant que mon père remercie encore Eugénie et Marcel, leur remettant par la même occasion une somme rondelette qu'il avait dû prévoir pour monnayer des renseignements. Nous repartons vers Saint-Sauveur, où le brave docteur veut me réexaminer avant que je reparte vers Sainte-Mère. Dans la voiture, mon père me raconte toutes les recherches que lui, Bernard et Walter ont faites depuis le 27 juillet et restées vaines pendant longtemps. Il me parle du désespoir de Walter, de sa conviction que j'avais été livré à la Gestapo et que j'avais dû être déporté à Ravensbrück. Je finis par intégrer que celui que j'aime s'est engagé dans l'armée américaine pour retrouver ma trace. Il a retrouvé des témoins qui lui ont affirmé avoir vu une jeune femme rousse dans le dernier convoi qui a quitté Drancy le 18 août dernier. Il y aurait une femme qui porte le même nom que toi. Je réalise que mon Walter court derrière un mirage et qu'il risque sa vie pour cela. Vous savez où il est en ce moment? Les dernières nouvelles que nous avons eues de lui datent du début septembre. Il était à la frontière belge. Chez le docteur Dudouis, j'ai de nouveau le droit à un examen approfondi qui confirme que je suis enceinte, mais surtout, maintenant que j'ai retrouvé la mémoire, je peux lui dire quand j'ai eu mes dernières règles, à savoir le 6 juillet. Je suis donc censée accoucher vers le 20 avril 1945. Par ailleurs, à la demande de mon père, il tient à me montrer les photos des 3 hommes retrouvés morts dans la voiture dans laquelle Marcel m'avait trouvée inconsciente. Comme mon père, je reconnais Émile, mais pas les 2 autres. Mon père et moi prenons congé en le remerciant de ses bons soins. Je vais enfin rentrer chez moi. Mais je n'aurai pas de repos tant que je ne saurai pas où est Walter. Louise, le même jour. Sainte-Mère est toujours un lieu de passage incontournable pour les Américains, et la pension de famille que gère maman est toujours complète avec eux, d'après ce que m'a dit papa dans la voiture. Je suis un peu nerveuse à l'idée de la revoir. Elle n'est pas seule lorsque je rentre dans le vestibule avec mon père. Bernard est avec elle. Le moins que l'on puisse dire est que la surprise est complète pour tous les deux de me voir soudain devant eux. Maman a beaucoup maigri, il me semble. Certes, comme moi, elle n'a jamais été bien grosse, ce qui ne s'était pas arrangé avec le rationnement, mais elle paraît encore plus fragile. Ses joues se sont creusées, et elle est vraiment pâle. Lorsque je tombe dans les bras de ma mère, je sens les os saillants de ses hanches. Pauvre maman. Mon cœur se serre en pensant à ce qu'elle a enduré comme mon père, comme Walter et Bernard. Elle n'arrête pas de pleurer, de joie, et je verse autant de larmes qu'elle.
Puis c'est au tour de Bernard. C'est tout juste s'il ose s'approcher de moi. Je n'ai pourtant pas changé, mais il reste face à moi, à me dévisager, comme s'il ne réalisait pas encore que c'est moi. Puis il tend les bras vers moi et me serre contre lui. « C'est toi, Serette, c'est bien toi, tu es enfin là. Tu vas bien ?» répète-t-il. « Oui, rassure-toi, je vais bien. »« Je suis désolé, Louise, » gémit-il. Mon regard s'ancre dans ses yeux bruns. Lui aussi a souffert. L'éclat enjoué que j'avais l'habitude de voir dans ses yeux a disparu. Devant mon interrogation muette, il poursuit entre deux sanglots. « Je n'ai pas pu l'empêcher de partir à ta recherche. Il était désespéré, persuadé que tu étais entre les mains des nazis et qu'ils allaient t'envoyer en Allemagne, même en Pologne. Il était comme fou. Je n'ai jamais vu quelqu'un souffrir autant. » À aucun moment il ne prononce le prénom de l'homme que j'aime. Je sens une boule bloquer ma gorge, et je fonds de nouveau en larmes. « Tu n'y es pour rien, Bernard. Ce qui s'est passé est entièrement de ma faute. C'est moi qui ai insisté auprès de papa pour porter ce message. Si j'avais été là, tu n'aurais pas eu besoin de le faire. Je me sens si coupable, Louise, et je n'ai pas été capable de te retrouver non plus, alors que j'avais promis de te protéger. » Ne trouvant rien à répondre, je me blottis dans ses bras. Nous restons de longues minutes ainsi. « Je le retrouverai, dis-je en me redressant. Nous sommes liés l'un à l'autre, et encore plus maintenant. » Si mon père sait de quoi je parle, ce n'est pas le cas de ma mère et de Bernard. « J'ai en moi une partie de lui que personne ne pourra m'enlever, ajoutai-je. C'est ma mère qui réagit la première, avec une lueur dans les yeux qui rend à son visage la joie véritable qui avait dû la quitter depuis mon enlèvement. « Tu attends un bébé ?»« Oui, maman. Je suis enceinte de 3 mois. Toi et papa allez devenir des grands-parents. »« Et moi, tonton alors ?» intervient Bernard, qui retrouve son ton espiègle qui semblait avoir disparu. Ma mère m'observe tendrement alors que je caresse doucement mon ventre instinctivement. Ce bébé est pour l'instant tout ce qui me reste de lui. « Nous allons retrouver cette tête de mule, rugit le futur tonton. Il n'est pas question que mon neveu ou ma nièce ne connaissent pas son père. » Je ne peux retenir un léger sourire, bien que je ne sois pas certaine que ce sera si facile dans le temps qui nous est imparti. Nous n'avons que 6 mois pour retrouver Walter, et nous ignorons combien de temps la guerre va encore durer. Le moment du repas est celui où nous croisons tous les officiers et sous-officiers américains qui résident à la pension. Évidemment, les plus jeunes repèrent immédiatement la nouvelle venue que je suis. Sont-ils au courant que je suis la fille de Madame Drouin, et que si elle parle parfaitement anglais, eu égard à ses origines écossaises, il y a donc de fortes chances que je comprenne tout ce qu'ils disent. Mais soit ils l'ignorent, soit ils s'en moquent, et je ne peux louper les commentaires sur la jolie rousse. Qu'ils me comparent à l'une des pin-up qu'ils affectionnent me met mal à l'aise, voire de mauvais poil. Est-ce parce que pendant 2 mois j'ai vécu isolée, mais j'ai des difficultés à supporter l'attitude de certains qui se croient en terrain conquis. Tant pis pour eux, je ne fais pas partie de celles qui leur sautent au cou parce qu'ils ont libéré nos villes et villages. Ils ont un peu tendance à oublier les sacrifices de leurs autres alliés, britanniques et canadiens, ou encore russes, pour ceux qui sont les plus nombreux, et je les ai conduits poliment dans leur langue. Je me demande d'ailleurs pourquoi dans leur journal Stars and Stripes, on voit toujours des jolies Françaises autour des GIs avec des intitulés du genre « Voilà pourquoi nous combattons » ou « Les Françaises sont folles des ricains ». J'imagine que la liberté et la démocratie sont des concepts trop insaisissables, peut-être même dépourvus de sens pour les GIs. Et les pin-up, voire les femmes en général, symbolisent ce pourquoi ils se battent. D'un côté, le mâle américain, le vainqueur, et de l'autre, les Françaises, car bien entendu, les hommes font peu partie du décor, car prisonniers des Allemands et incapables de défendre leur pays. Je comprends l'obstination de Gaulle à vouloir imposer la place de la France dans cette guerre contre les nazis. Il ne veut pas que les États-Unis régentent tout, fassent de notre pays un pays dominé. Heureusement, j'ai eu aussi l'occasion de rencontrer des tas de soldats et officiers américains qui ont conscience de combattre les nazis, avec les autres nations alliées comme des compagnons d'armes, des égaux, partageant les douleurs et les victoires. En outre, l'engouement du peuple français va plus vers De Gaulle que vers les Américains.
Et ceux que je connais ne font pas qu'embrasser des Françaises lors de la libération des villes et villages. Ils apportent aussi du ravitaillement. Je déplore simplement que la presse américaine ne montre de la libération que des images de GIs entourées de femmes dont certaines doivent mettre les Américaines en colère. Qui plus est, Stars and Stripes présente les Français comme vieux et impuissants. Cela contraste avec ce que montre la presse française, dans laquelle les civils de sexe masculin sont fréquemment montrés en train de saluer les troupes françaises. La France n'est pas une nation purement féminine, pas plus qu'elle n'est une nation manquant d'hommes virils et capables d'émotions vives. Enfin, à la différence de Stars and Stripes, les journaux français présentent les Américains comme soutenant les efforts des FFI, plutôt que les critiquant. Toutefois, je sais pertinemment aussi que les contacts entre les GIs et les FFI ne sont souvent ni amicaux ni pacifiques, les seconds estimant que les Allemands étaient bien plus durs à cuire que les Ricains. À mon avis, les uns et les autres cherchent à montrer qui a les plus gros muscles, qui est le plus viril. Les Américains ne sont pas tous gais, amicaux et efficaces, comme en témoignent les histoires de vols, de viols et autres crimes. Ils peuvent aussi être violents, dominateurs et racistes, puisque les GIs condamnés sont souvent les Noirs, et presque jamais les Blancs. Les Français ne sont pas tous trouillards ou impuissants à protéger leurs proches. Ils savent se montrer courageux et peuvent aussi se montrer violents, comme en témoigne le sort réservé aux femmes qui ont fréquenté des Allemands, même si la plupart n'ont jamais été responsables de la mort de qui que ce soit. Lorsque nous nous retrouvons entre nous, j'évoque mon désir de rejoindre Walter, dès que je saurai où il se trouve. En clair, cela signifie intégrer une unité médicale qui soit dans le même secteur que lui. Le problème est de savoir où il est. Même s'il écrit, il n'a pas le droit d'indiquer où il se trouve exactement. Mon père m'a dit qu'il était dans le bataillon médical rattaché à la 4e division qui fait partie de la première armée US du général Collins et de son adjoint, le général Hodge. Au moins, nous savons par la presse que cette première armée est dans le secteur d'Aix-la-Chapelle, qu'elle opère entre la Meuse et le Rhin, comme l'ont annoncé les derniers numéros du Franc-Tireur depuis le début octobre. Mais il est aussi question de combats au corps à corps, de milliers d'obus déversés. J'ai peur pour Walter. Je dois absolument me renseigner sur les unités médicales des environs rattachées à la première armée, les plus susceptibles de se rapprocher de là où se trouve le père de mon enfant à venir. Louise, octobre 1944. Le major Burns n'est plus à 40 ans. Lui aussi est parti vers le nord-est. Quant à Willis McKee, il était reparti en Angleterre à la mi-juillet. Si je retrouve sa trace, peut-être pourrai-je apprendre où est Walter. Lorsque j'en parle à mon père, il me promet de demander à ses contacts de se renseigner sur ce qu'est devenu le capitaine McKee. À proximité, il ne restait que le 5e hôpital général, à Saint-Hilaire-Petitville, commandé par le lieutenant-colonel Maxwell G. Kaler, et le 164e qui vient de s'installer dans le secteur de Bolleville, mais pas encore opérationnel. En attendant d'avoir des nouvelles de Walter, je suis allé me présenter à Saint-Hilaire-Petitville, muni de la lettre de recommandation que le major Barfield avait rédigée avant son retour en Angleterre. J'ai été reçu par le major Robert Zollinger, un spécialiste de la chirurgie viscérale, puis par le premier lieutenant Bernice Sinclair, infirmière en chef. Je n'ai pas dit que je suis enceinte. D'ailleurs, cela ne se voit pas. Dans cet hôpital de 1400 lits, les médecins militaires et les infirmières viennent quasiment tous de l'unité de l'université Harvard de Boston. Il n'y a pas moins de 43 médecins, de 83 infirmières, 5 employés de la Croix-Rouge, 30 administrateurs et 500 hommes de troupe. Cela fait 3 jours que je travaille, et mon intégration est facilitée par les origines écossaises de ma mère et ma maîtrise de la langue de Shakespeare. Très rapidement, j'ai sympathisé avec Thelma, une des infirmières. Originaire d'Amesbury, une petite ville de la Nouvelle-Angleterre, elle a, comme la plupart de mes collègues, fait ses études d'infirmière dans un hôpital affilié à la Harvard Medical School de Boston, où elle a reçu une formation en soins infirmiers généraux et en particulier en obstétrique, en pédiatrie et en psychiatrie. Lorsqu'elle s'est présentée ainsi le premier jour, je me suis dit que cela pourrait m'être très utile plus tard. Si par chance nous restions dans la même unité. Elle avait exercé dans un hôpital pour enfants de Boston,
où elle dirigeait un service qui s'occupait d'enfants de moins de 2 ans, souffrant de problèmes médicaux et qui hébergeait aussi l'unité des bébés prématurés. À la pause, ce matin, nous échangeons sur nos expériences. La mienne est vite exposée, car pour l'instant, je ne dévoile pas mon idylle avec Walter. J'attends de mieux la connaître. En revanche, je l'interroge sur ses motivations à s'engager comme infirmière militaire et sur sa formation. Lorsque j'étais à Boston, moi et de nombreux autres collègues, médecins et infirmières, étions tous très intéressés par la guerre en Europe, me raconte-t-elle. Et nous nous demandions quand les États-Unis se ressaisiraient et iraient au secours de l'Angleterre. Nous étions prêts à participer. Mon projet a mûri lors d'un voyage en Haïti, après que j'ai mis fin à ma relation avec mon fiancé. Puis, j'avais ensuite repris mon poste à l'hôpital. Elle me révèle comment elle s'était enrôlée après l'annonce de l'entrée en guerre, juste après Pearl Harbor, quels examens physiques elle avait dû passer à Fort Banks, les réunions, les discussions, les vaccins, les anatoxines, les radiographies, les achats et les différents conseils et bien sûr des fêtes. Thelma avait quitté Boston en janvier 1942 avec un groupe de 50 médecins et 44 infirmières faisant partie du 5e hôpital général et ils avaient tous été incorporés dans l'armée à Wrightson, dans le New Jersey, recevant leurs uniformes et tout le reste. Ayant une certaine expérience en soins infirmiers psychiatriques, Thelma avait été affectée à un service psychiatrique accueillant 22 GIs émotionnellement instables. Puis, en février, il avait été décidé de diviser le 5e hôpital général en 2 moitiés, l'une destinée à aller dans le Pacifique et l'autre, celle de Thelma, en Europe. C'est comme ça que je me suis retrouvée à bord de l'USS Barnett dans le cadre du corps expéditionnaire américain, à destination de l'Irlande du Nord, me précise-t-elle. J'ai souffert du mal de mer tout au long du voyage. Par temps calme, ça allait à peu près, mais au premier signe de houle, j'étais out. Mes 3 collègues du même convoi n'en souffraient pas et ne m'apportaient aucun soutien. Mais ce qu'elle me relate ensuite est plus surprenant, largement autant que mon histoire personnelle. En Irlande, nous avons commencé à travailler au 20e hôpital général, mais il y avait peu de travail, explique-t-elle. Lors d'une célébration de la Saint-Patrick, je me suis retrouvée à organiser une journée d'escalade avec un officier britannique. Or, je déteste grimper en montagne. Le lendemain, j'ai rencontré le lieutenant Kellgren et j'ai beaucoup apprécié sa compagnie. Nous nous sommes rencontrés chaque jour pendant une semaine. Moins d'1 mois plus tard, Janky Kellgren m'a demandé en mariage avec une bague en pierre de lune. « Ça alors, c'est rapide » m'exclamai-je dans un éclat de rire. « Mais comment ça s'est passé après ? Car toi, américaine et lui britannique, vos affectations n'ont peut-être pas été proches l'une de l'autre. » « Bien vu, rétorque-t-elle. En mai, moi et le reste de l'unité, nous étions à Musgrove Park et Janky a été affecté en Angleterre. Mais je n'avais pas trop le temps de penser, car le 5e général a commencé à avoir pas mal d'occupations. Puis Janky m'a appelé d'Angleterre pour me dire qu'il était en congé d'embarquement à partir du 1er juin et m'a demandé de le rejoindre. Mais il n'y avait pas de permission pour les Américains en Irlande du Nord. Je me suis donc mise à genoux devant chaque colonel, général et sergent de la United States Army Northern Ireland Force. Et une semaine plus tard, j'ai reçu un maigre morceau de papier qui disait « Un congé pour une période de 9 jours à compter du ou vers le 1er juin 1942 est accordé au 2e lieutenant Thelma Reynolds, numéro 720977, 5e hôpital général, sur l'ordre du major général Hartle. » Je reste ébahie par son culot. Je ne suis pas certaine que j'aurais osé. Puis elle enfonce le clou en précisant qu'elle avait pris l'avion de 10 heures du matin pour Liverpool, pendant qu'au même moment, 1000 bombardiers pilonnaient Cologne. Dans l'avion, elle avait rencontré John McVane de NBC, qui rentrait à Londres après une émission sur les manœuvres de la 1re division blindée, et celui-ci l'avait accompagnée à Park Square West, près de Regent's Park, où Janky séjournait. Les 2 amoureux avaient rapidement préparé leur mariage, qui avait eu lieu au bureau de l'état civil de St. Marylebone le 6 juin, en présence de la famille de Janky et avec McVane comme témoin. « Tu ne le croiras peut-être pas, me dit-elle hilare, mais ce jour-là,
John McVeigh a parlé de mon mariage dans une émission de Londres sur NBC à destination des États-Unis, expliquant qu'il revenait juste du mariage d'une infirmière de l'armée américaine stationnée en Irlande et d'un médecin anglais dans le Royal Army Medical Corps. Il a même précisé que j'étais la première infirmière de l'armée américaine à épouser un Anglais et qu'il avait été mon témoin car il était le seul Américain que je connaissais à Londres et que je souhaitais la présence d'un de mes compatriotes au plus grand moment de ma vie. Mais, à part le fait que vous vous soyez mariés, vous alliez de nouveau être séparés puisque l'un comme l'autre vous n'étiez qu'en permission. Nous le savions, mais nous étions amoureux et nous ne voyions pas l'intérêt d'attendre la fin de la guerre. Nous avons préféré croire en l'avenir. Nous nous sommes mariés tous les deux dans notre uniforme. À mon retour de permission, je n'ai pas dit que j'étais mariée et je portais son alliance avec ses plaques d'identité sur une chaîne autour du cou. Cependant, je n'ai pas pu contenir mon excitation et 3 jours plus tard, j'étais dans le bureau du commandant pour une confession complète. J'avais commis un crime ignoble, épousé un officier britannique. J'ai copé de 3 mois de service de nuit jusqu'à ce qu'il règle les papiers en attendant la suite. Finalement, le QG a répondu au commandant que comme il n'y avait pas de précédent, de me garder si j'étais une bonne infirmière. « Ce qu'ils ont fait, sinon tu ne serais pas là avec moi, répliquai-je. Mais du coup, tu es devenu un sujet britannique, si je ne m'abuse. »« Eh oui, je suis un cas exceptionnel, affirme-t-elle en riant. Enfin, je ne le suis plus. Il y a eu d'autres mariages depuis. Par exemple, Helen Thomas a épousé le capitaine Terry McGann, et c'est même le colonel Keeler qui l'a amené à l'hôtel. Quant à moi, j'ai été autorisée à m'appeler Thelma Reynolds Kellgren en octobre, quand mon mariage a été officiellement reconnu. Un mois plus tard, le 5e général avait été envoyé près de Salisbury dans le Wiltshire pour s'occuper des blessés revenant d'Afrique du Nord. Thelma soupçonnait Jonky d'être là-bas et de travailler dans une unité d'ambulance de campagne, mais elle n'en était pas sûre. Je travaillais dans le service d'orthopédie, m'indique-t-elle. Nous avions beaucoup d'amputés, et un jour que je refaisais le pansement d'un Tommy, il s'est plaint que je lui faisais plus mal que le gars qui lui avait enlevé la jambe, et dont il se souvenait parce qu'il avait un drôle de nom qui n'avait pas l'air anglais, Kellgren. J'ai failli m'évanouir sur le lit à côté de lui. J'étais fixée. Jonky était bien en Afrique du Nord. Thelma aimait vivre dans le Wiltshire, où elle s'était liée d'amitié avec les commerçants locaux, mais elle n'avait pas été confrontée à ce qu'est réellement la guerre jusqu'au jour où elle était allée avec des amis passer un week-end de détente au bord de la mer, à Bournemouth. Ils ne s'attendaient pas à subir un raid aérien, pensant être dans une zone sûre suite à l'introduction d'un écran radar et à l'installation de sirènes sur la côte. En une fraction de seconde, Thelma y avait été un témoin direct d'un bombardement, puis de ses conséquences. Des gens qui criaient et couraient dans toutes les directions, des cadavres partout et des corps déchiquetés. Elle avait connu aussi ce qu'est l'entraide dans ces cas-là, et y avait participé avec ses amis, 2 chirurgiens et une infirmière comme elle. L'hôpital avait ensuite déménagé en France le 6 juillet 1944, à destination d'Omaha Beach, alors dégagée, bien que des tirs d'obus puissent être entendus au loin. Elle avait fait partie du détachement envoyé au 12e hôpital de campagne dès la chute de Cherbourg, reprenant un hôpital auparavant réquisitionné par les Allemands, qui, en se retirant, avaient laissé leurs mourants et leurs blessés dans la cave. Elle avait vu de ses yeux le chaos, avec beaucoup de blessures terribles à gérer avec peu de moyens. Les habitants survivants sortir des caves en rampant, mais aussi une foule se jeter sur une fille et lui raser la tête parce qu'elle avait couché avec des soldats allemands. Nos expériences se rejoignent alors. Je lui raconte comment, avec Walter, qui est chirurgien, nous avons travaillé pour la résistance, puis comment, pendant des jours, à soigner des soldats américains le jour du débarquement et les suivants sur une table de cuisine. Comment nous avions continué à Yéville, puis à 40 ans. Et où est Walter maintenant, me demande-t-elle. Impossible de lui répondre avec certitude. Je ne peux que lui dire qu'il est avec la 1re armée près d'Aix-la-Chapelle, dans le bataillon médical de la 4e division d'infanterie. Je ne comprends pas, interrompt-elle. Vous avez travaillé tous les deux pour la résistance avant le débarquement, et tu me dis qu'il est maintenant affecté dans un bataillon médical américain? Comment est-il arrivé en France? Puis, comme elle m'a raconté sa rencontre avec Jonky,
Je lui relate les circonstances de la mienne avec l'amour de ma vie et tout ce que nous avons vécu depuis. Eh bien, je vois que nous avons commis les mêmes bêtises, exclame-t-elle, mais que nous ne regrettons rien. Moi, j'épouse un Tommy, et toi, tu t'amourages d'un Allemand, mais anti-nazi, que tu as entraîné dans la résistance, et résultat, nous sommes toutes les deux séparées de notre homme. Quelle équipe nous formons! Je dois avouer qu'elle a bien résumé notre situation à toutes les deux. La seule chose que je ne lui révèle pas, c'est ma grossesse. Entre-temps, mon père m'apprend que Willis McKee était aux Pays-Bas, près d'Eindhoven, à la mi-septembre et qu'il serait maintenant aux environs de Nimègue. Un courrier lui a été envoyé. Peut-être en saurons-nous un peu plus s'il répond.